Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Et du coup, pour terminer sur ce point-là, est-ce que vous avez le moindre désir ou le moindre souhait de vous y mettre vous-même? Alors tu disais tout à l'heure que c'est des investissements colossaux au départ, mais est-ce qu'à un moment, si voilà, vous augmentez vos quantités tranquillement, ça marche, est-ce que avoir votre propre appareil de production, c'est quelque chose qui vous intéresserait? Alors, très objectivement, non. En tout cas, pas pour l'instant et pas avec les volumes qu'on a prévus de broyer. Euh, Aujourd'hui, on utilise l'usine 2 fois 3 jours. Et j'ai envie de dire, c'est 2 fois 2 jours et demi. Parce que le premier jour, quand on fait le broyage, on ne fait que le broyage. C'est le lendemain qu'on distille et qu'on broie la deuxième parcelle. Et le mercredi, en fait, on distille la deuxième parcelle, mais eux broient leur canne en fermentation. Vous voyez. Donc, on est dans une espèce d'accord qui est assez fluide, qui permet d'avoir cette identité, puisque c'est complètement tracé, il y a une traçabilité totale. Je veux dire, on va dire en 5-6 jours, même, alors, on va mettre 6 jours, en 6 jours, on arrive à faire notre production. Donc, j'ai pas d'intérêt à avoir des broyeurs qui vont me broyer 30 tonnes par jour et d'étaler en fait mes 1500 tonnes sur 50 jours. Il n'y a pas d'intérêt technique à ça. Si j'avais un problème de broyage, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à broyer la parcelle, par parcelle et par jour, j'aurais dit, bon ben ok, oui, là il y a un intérêt à peut-être réfléchir à quelque chose. Mais compte tenu de la capacité de production de Saint-James, ils peuvent avaler 450 tonnes par jour. Ouais. Aujourd'hui, on en produit 320 pour chaque parcelle. Enfin, on a besoin de 320 tonnes sur chaque parcelle. Donc, objectivement, dans l'état actuel des choses, je n'ai pas d'intérêt à avoir mon propre outil de production. Bien sûr, compte tenu de l'investissement, mais aussi compte tenu des normes environnementales qu'il faut respecter pour construire une nouvelle usine aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est l'alliance, Okay. c'est la combinaison de ces deux raisons-là qui font que, et je vais dire même une troisième raison qui est le partenariat avec Saint-James, qui font qu'on n'a pas d'intérêt aujourd'hui à avoir notre propre outil de distillation. Ouais. Ok, c'est clair, merci. Alors on a Thomas qui nous demande en ligne si vous livrez encore des cannes au Galion ou à Saint-James ou est-ce que tout est dédié à Baie des Trésors aujourd'hui? Non, alors on va parler chiffres. Nous on produit entre 20 et 25 000 tonnes par an. L'année dernière 22 000. Sur les 22 000 tonnes, on a livré 12 000 tonnes à l'usine du Galion. On a livré 7 000 tonnes à Saint-James et un peu plus de 1500 tonnes pour nous. Voilà. Bah voilà Thomas. Maintenant, tu sais voilà Thomas, c'est clair. Moi j'avais une autre question pour toi qui va peut-être être une question un peu plus personnelle. Aujourd'hui on entend un discours de la part des distilleries ou de manière générale de la filiale en disant qu'il n'y a pas assez de cannes, on manque de cannes. De l'autre côté, on voit des distilleries, alors que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, des distilleries, aussi petites soient-elles, qui poussent un peu comme des champignons. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu contradictoire? C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de cannes, mais par contre, on a de plus en plus de distilleries. Le vrai problème est dans la valeur ajoutée. Aujourd'hui, un agriculteur qui est planteur de canne uniquement, est-ce qu'il arrive à en vivre? C'est la question de base. Et pourquoi il y a des distilleries qui se montrent comme ça? Parce qu'aujourd'hui, clairement, la production et la valorisation du rhum telle qu'elle est faite est un marché qui est intéressant, qui est sain et qui est surtout avec une bonne visibilité. Donc voilà, en plus de ça, dépoussiérer un petit peu l'AOC et aller chercher des choses qui ne sont pas faites ailleurs, c'est toujours très intéressant. C'est risqué, ça demande beaucoup d'explications, beaucoup de temps.
notamment de bien vulgariser ce qu'on fait pour que ça soit bien compris et qu'on ne soit pas dans des idées non claires sur ça, quoi. Par exemple, je parle de la distillation, parce que c'est la manière de distiller, c'était quand même important qu'on ait cette explication-là, ce cahier des charges qui montre qu'on est complètement identitaire. Sinon, le rhum à la sortie aurait eu le même goût que celui de St. James. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose, un process qui est différent, qui se passe, et qui fait que, à la sortie, c'est pas le même rhum, et pourtant, c'est la même usine, c'est les mêmes personnes, et c'est les mêmes machines. Donc voilà, donc, on a vraiment à cœur de faire ça et d'essayer d'aller au plus loin dans cette approche qui est, je le concède, très technique, mais qui est passionnante parce que on crée une récurrence, on crée un passif, on a beaucoup d'analyses, donc on peut suivre les choses aussi de cette manière-là. Et c'est vrai que les assemblages au début, on les faisait beaucoup par rapport au taux de tanin, on regardait, on faisait des ajustements, et le premier assemblage c'est fait aussi un peu comme ça. Alors, après, bien sûr avec la dégustation, hein, mais après ça permet de créer une récurrence aussi dans le temps et de pas y aller au doigt mouillé forcément. Mais donc, si je comprends bien ce que tu dis, les planteurs ont donc aujourd'hui plus intérêt à créer leur propre rhum plutôt que de simplement cultiver de la canne et de la revendre à des distilleries déjà existantes. Alors, ça dépend de la typologie du planteur. Si c'est un planteur qui a que ça comme métier et qui a un bon contrat avec une distillerie, je ne sais pas s'il a intérêt à avoir sa propre marque. Nous, on n'est pas dans ce cas de figure-là. On est dans une plantation qui est quand même assez grande, qui est très industrialisée, qui a très mécanisée avec de la main-d'œuvre, etc. Et donc, nous, l'intérêt stratégique pour nous était de se dire, est-ce qu'il faut qu'on continue à être que planteur de canne ou est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée de la valeur ajoutée que le Galion a toujours eu par le sucre et le rhum, entre guillemets, industriel avant. L'industrie, enfin, le process industriel et j'ai envie de dire l'outil industriel a été cédé pour être que planteur. Mais la question était de se dire, est-ce qu'on ne redevient pas un peu industriel quelque part à l'heure de 2000, à l'heure de l'année 2020, quoi. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc c'est presque 40 ans plus tard, c'est un retour un peu à ça. Le Galion a toujours su en fait s'adapter à son temps. Il y a des parcelles on a créé l'élevage dans les années 70 parce qu'il y avait des parcelles sur la Caravelle qui n'étaient plus productives pour faire de la canne. Donc on a enlevé la canne, on a mis de l'élevage. Ensuite, il y a des parcelles qui étaient productives pour faire de la banane, donc on a enlevé de la canne, on a mis de la banane. Voilà, donc on s'adapte en fait en permanence. On a cédé l'usine du Galion parce qu'elle était plus rentable à un moment donné. Bon, on reva dans le rhum parce que je pense qu'on a aussi notre pierre à l'édifice à apporter avec la vision qu'on a des choses. Et je pense que c'est important. On fait partie de toutes les organisations professionnelles. Et donc on apporte aussi notre idée, notre vision des choses. Et je pense que c'est ce qui est important, en tout cas pour le Galion, c'était vraiment l'idée. J'ai encore une petite question, moi. Comment ça se passe quand on va dire, voilà, la décision est prise, des investissements sont faits, des accords sont passés, ça distille, c'est dans les cuves, il y a la mise en bouteille. Comment ça se passe? Comment c'est reçu sur place et par deux groupes de personnes? Par le public, par les Martiniquais quand ils voient les bouteilles arriver, comment ça se passe? Mais encore plus par les acteurs déjà en place, les marques et les distilleries déjà en place. Ils voient une nouvelle marque. Comment vous avez été accueillis? Alors, là encore, il n'y aura pas de langue de bois. On a gardé les choses extrêmement secrètes jusqu'à septembre 2021. Jusqu'à septembre 2021, je pense que personne en Martinique n'avait entendu parler de notre projet. On est arrivé chez Dugas, au salon Dugas, devait être le 17 ou le 18 septembre, avec ça dans nos valises. Ça commençait à fuiter parce qu'on avait fait une interview dans le quotidien d'un Martinique qui s'appelle le France-Antilles, et donc ça commençait à fuiter tout juste, mais c'était vraiment ça c'était vraiment ça. On était prêt à ce qu'il y ait une fuite, hein. On était prêt avant ça. Oui. Mais on n'a jamais activé puisqu'on est resté sous les radars, entre guillemets, jusque-là. Il y avait quelques personnes au courant,
Il y avait Jean-Claude Benoît, bien sûr, Marc Sassier, mais au niveau de Saint-James, c'était que eux qui étaient au courant. Voilà. Ok. Les équipes de Saint-James me voyaient venir, sortir, ça va bien que j'étais le galion, me voyaient faire des allers-retours avec des lots de cannes qui étaient mis d'un côté pour pas être mélangés, un nettoyage de l'usine, etc. Donc forcément, ils se posaient des questions, mais ils ne savaient pas réellement ce qui se passait. Ouais. Donc voilà. Ensuite, il y a eu quelques personnes qui ont été mises au courant proches dans la profession, mais je veux dire, chacun a gardé le secret. Voilà. Donc à ce niveau-là, avant la sortie, on n'a pas eu beaucoup de crainte par rapport à ça. Ensuite, une fois qu'on est sorti, ça a été plutôt la stupeur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Personne ne les a vu venir. Qu'est-ce que vous foutez en Martinique? C'est pas possible. C'est qui eux? Voilà. Non, là, je ne veux pas dire. Tu peux te mettre de pas dire. Mais bon, voilà, il y a eu, ça a quand même un peu étonné, on va dire. Mais après, commercialement, c'est la guerre commerciale ici. Voilà, c'est tout. Hein, quand tu vas dans un restaurant, si tu veux avoir ce restaurant-là avec ta marque, voilà, les mecs, ils ont. C'est sûr, on arrive sur un marché qui était déjà établi, hein, donc c'est pas facile tous les jours par rapport à ça, mais il n'y a pas de. On n'a pas de. Comment dire? On n'a pas de bâton dans les roues, dans le sens où on va pas essayer de nous chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Okay. Quelques-uns qui ont cherché, mais j'ai préféré leur donner la réponse directement par mail. Donc ça s'est résolu assez rapidement. Okay. Et au niveau de l'AOC? Là, au niveau de l'AOC, on n'a pas eu de soucis non plus. On a fait les choses dans les règles. Parce que je pense que juste pour récapituler, ça faisait quand même, il me semble, depuis le début de l'AOC, qu'il n'y avait pas eu de nouvelle marque en fait, qui a essayé d'intégrer l'AOC. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les acteurs qui étaient là jusqu'à maintenant ont été les mêmes depuis la création de l'AOC, et vous êtes en gros les premiers à avoir créé une marque après la création de l'AOC en fait. Oui, tout à fait. Alors nous, on était déjà très inscrits dans l'AOC et très actifs, puisque nous, l'intégralité de notre domaine est AOC. Oui. Donc on était déjà, et moi j'étais déjà au syndicat AOC, mais en tant que planteur. Aujourd'hui, je suis au syndicat AOC en tant que négociant éleveur. Donc j'ai changé de représentation, mais voilà, non, c'est bien sûr toujours très intéressant, et c'est surtout un cahier des charges qui est très très fort. Avec des désirs des uns et des autres de vouloir l'assouplir. Enfin bon, on connaît tous les problèmes qu'il peut y avoir quand il y a un cahier des charges rigide, mais nous, on trouve qu'il est très, 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 très riche, ce cahier des charges, et il nous permet de faire des choses qui sont quand même extrêmement intéressantes, et je pense qu'il faudrait même qu'on aille plus loin dans ce cahier des charges et qu'on arrive à un classement de nos parcelles, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des différences entre nos parcelles, un peu à la cognac, hein, avec la grande champagne, la petite champagne, etc., les premiers crus, les grands crus. Je pense que ça ne serait pas inintéressant qu'on arrive à faire une classification. Ça donnera un double intérêt, c'est que ça pourrait valoriser notre foncier, premièrement, et deuxièmement, ça peut vraiment valoriser la production de certains agriculteurs qui aujourd'hui ne sont pas reconnus, autre que pour la qualité de leur canne. Mais j'ai envie de dire, ça s'arrête là. Donc ça peut être aussi une initiative qui peut être prise pour pouvoir améliorer le revenu de certains producteurs qui sont de très très gros travailleurs, qui ont de très très belles cannes et qui sont pas mieux payés à la tonne que quelqu'un d'autre. C'est dommage, quoi. Voilà. Donc ça, voilà, c'est aussi des choses que moi j'observe, et c'est à mon avis le futur chantier qu'on devrait avoir, c'est celui-là. C'est la valorisation de nos terroirs. Alors, juste avant de clôturer cette émission, je propose quand même de revenir sur le sujet Caracoli, qu'on peut donc retrouver à partir de maintenant, il me semble, hein, chez Ecavis, si je ne me trompe pas. Ça sera disponible chez Dugas la semaine prochaine. Prochainement, voilà, c'est ça. Incessamment sous peu. Donc déjà, un très bonne idée de cadeau de fin d'année, pourquoi pas, hein, parce que ça commence quand même à venir, on en approche tout doucement. On parle d'une production de combien de bouteilles pour cette édition? On est à 8900 bouteilles, pardon. D'accord. Ok. À 52 degrés, est-ce qu'on parle d'un brut de fût ou est-ce qu'il a été réduit? Non, il a été réduit.
a été réduit à ça. Il a été réduit pendant 1 an. Comme toutes nos cuvées. On les réduit pendant à peu près 1 an. D'accord. Bah voilà. Alors, juste par rapport à toi, est-ce qu'il y a d'autres actualités? Oui, vas-y. J'ai voulu le sortir en brut de fût. Ah. J'ai voulu le sortir en brut de fût, mais... Qu'est-ce qui a joué contre? On m'a dit que j'étais trop présomptueux, c'était trop... J'étais trop jeune pour faire ça, il faut attendre un peu. Quand tu seras grand. Mais c'est pas exclu que 6 ans et 6 mois ne sortent pas en brut. Enfin, celui que tu as réduit, il a eu quand même un très bel accueil au Salon du Gars. Oui, qui l'ont goûté, Caracoli, il a un très très beau retour avec bien sûr l'étonnement du 52 degrés, mais qui après dégustation fait en fait l'unanimité en termes de goût, et puis surtout c'est pas pour nous envoyer des fleurs ni quoi que ce soit, mais on est un rhum de 3 ans. Il n'y a que du 3 ans dedans, 3 ans et 3 mois. Il n'y a pas d'assemblage ou quoi que ce soit d'autre. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut regarder aussi quand on le déguste, c'est que c'est vraiment un seul rhum de 3 ans et 3 mois. Il n'y a pas de... Voilà. Donc il faut aussi apprécier la qualité du 3 ans et 3 mois comme tel, parce que 3 ans et 3 mois, c'est pas un grand vieillissement. Hein. C'est très jeune, ouais. C'est même extrêmement jeune. Ouais. Mais il y a déjà des qualités qui sont quand même intéressantes, et ça laisse présager pour le 6 ans et 6 mois quelque chose de très très intéressant. Alors concernant l'actualité de BD Trésor, comme c'est la saison des salons, est-ce qu'on peut vous retrouver sur un certain nombre de salons encore jusqu'à la fin de l'année ou pas du tout? Alors on est en masterclass à Bordeaux jeudi soir, ce jeudi là. Je pars demain, donc j'arrive jeudi matin et je descends à Bordeaux tout de suite. On a le salon de Nantes le 14 et le 15, donc samedi dimanche qui viennent là aussi. Et voilà, pour cette fin d'année, ça sera tout. Et après début d'année, on va commencer à préparer les salons, le Rhum Fest et la sortie pour le Rhum Fest du bout de Cologne. Donc voilà, pour les auditeurs qui... Pour les auditeurs qui souhaitent encore éventuellement venir vous faire un petit coucou et déguster quelque chose, donc Bordeaux et Nantes, là, cette semaine. Jusqu'à la fin. Sinon, il faut passer à l'habitation. Il faut passer en Martinique. Sinon, Bordeaux et Nantes, vous aurez de quoi déguster le brut de Cologne qui a déjà 4 mois de maturation, et le futur Plat Soleil, qui est à 61 degrés, voilà, donc qui est en cours de réduction pour arriver à 54 degrés. Très bien. Ben voilà, donc dans ce cas, cette émission touche déjà à sa fin. En tout cas, je te remercie encore une fois, Stéphane, d'avoir bien voulu jouer le jeu et de passer un peu de temps avec nous pour répondre à ces quelques questions. On te retrouve quand tu veux, bien évidemment, pour de prochaines nouveautés. N'hésite pas, surtout. Et sinon, on va également remercier tous nos auditeurs qui nous suivent toujours aussi fidèlement. N'hésitez pas de retrouver cet épisode en replay à partir de dimanche, donc sur toutes les plateformes, Spotify, Google, iTunes, etc. Et ainsi que YouTube, bien évidemment, pour la version vidéo. Et puis sinon, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Stéphane, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, en vous souhaitant à tous une très bonne soirée. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou.